Donc, nous avons le plaisir d'ouvrir le semestre d'hiver de cette année. Le séminaire français de sciences humaines et sociales. C'est un séminaire de recherche du Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie. Et ce séminaire fait partie du programme éducatif du projet Dimension francophone dans le cadre de l'Alliance For You. Il est organisé sous forme de rencontres en français 2 fois par mois. Et ce semestre, on se voit ici en salle, mais ceux qui ne peuvent pas participer en présentiel peuvent se connecter via Zoom. Donc, nous avons adopté le sujet général pour ce semestre qui est les dynamiques de circulation des hommes et des idées. Un petit mot pour nos étudiants. C'est bizarre parce qu'il faut s'habituer, on ne sait pas un peu s'adresser. Donc, pour valider ce cours, chers étudiants, nous prendrons en compte votre présence aux rencontres. Je vous ai écrit dans le mail webinaire, mais en présentiel ou à distance, c'est pareil. Donc, on note votre présence. Vous avez le droit à une absence par semestre. Nous prendrons en compte également votre activité, vos remarques et vos questions et le résultat d'une courte discussion avec chacun d'entre vous vers la fin du semestre. On va parler pendant un quart d'heure avec les sujets abordés lors du séminaire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à distance Pierre-Frédéric Weber, qui va présenter la communication intitulée Les défis de la présidence française de l'Union européenne entre grand écart et contre la montre. Et je passe la parole au directeur du centre, monsieur Nicolas Maslowski. Bon, bonjour à tous. Merci Alicia. Je ne sais plus si Alicia s'est présentée, mais il s'agit d'Alicia Jaworska qui a un rôle absolument essentiel dans ce séminaire. C'est un séminaire qui est notre séminaire de recherche du centre. Donc, c'est un séminaire où les membres du centre, les invités extérieurs, etc., peuvent venir écouter, parler, échanger des idées. Et c'est en même temps un séminaire qui est ouvert aux étudiants qui le voudraient. Donc, à chaque fois, on s'adresse parfois aux étudiants, parfois aux collègues. C'est normal, ça a une double fonction. Et c'est un séminaire francophone, comme notre centre. Alors, notre centre est francophone, mais nous faisons aussi des activités en anglais, en polonais et parfois en d'autres langues. Je vous invite, si vous voulez avoir des informations, à nous écrire, à Alicia, à moi-même ou à quelqu'un d'autre. On vous rajoutera sur ce qu'on appelle en bon français le mailing list, où vous pouvez avoir des informations sur notre page Internet. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Donc, moi, je m'appelle Nicolas Maslowski, je crois que je l'ai dit. Ce centre est un centre de recherche en sciences humaines et sociales franco-polonais. Et je le dis parce qu'une partie d'entre vous le sait déjà, mais je crois qu'il y a aussi des nouveaux visages que je vois ici dans la salle et des personnes dont je ne reconnais pas forcément le nom sur le site Internet. Donc, je ne sais pas exactement, comme Alicia, vers qui je dois regarder. Est-ce que je dois regarder la caméra ou la salle, Donc, je vais essayer de regarder les deux, mais c'est un peu compliqué. Et avant de donner la parole à Pierre-Frédéric Weber, qui va dire les choses intéressantes auxquelles on va réagir, n'est-ce pas? Je voulais, en quelques mots, le présenter. Donc, Pierre-Frédéric Weber est chercheur associé au centre, mais il est avant tout professeur à l'université de Szczecin, un docteur habilité, Pierre-Frédéric Weber, en histoire, germaniste et historien,
qui a étudié à la Sorbonne. Alors en France, il y a plusieurs Sorbonnes, comme vous savez, en France et à Paris. Il s'agissait de la Sorbonne nouvelle, docteur ès lettres en histoire des relations internationales, habilité depuis 2007 à l'université en Pologne, travaillant à l'université de Szczecin, et professeur à l'Institut d'histoire. Pierre Frédéric est spécialiste des questions de relations entre l'Allemagne et les pays d'Europe centrale, principalement depuis la Seconde Guerre mondiale, des relations franco-polonaises, des relations franco-polono-germaniques, de 1945, on va dire, à nos jours, des processus de normalisation Est-Ouest, la notion de la peur et des émotions dans les relations internationales. Il a beaucoup d'activités, et je dois dire que Pierre-Frédéric Weber fait plus que ça, puisqu'il accepte bien souvent, il accepte bien souvent d'apporter sa profondeur de sa connaissance en tant qu'historien de ces relations, de relations internationales, pour amener un regard éclairé sur l'actualité du moment. Et c'est cette compétence que je lui ai demandé d'utiliser aujourd'hui, qu'on lui a demandé avec Alicia, puisque il va nous parler du contexte d'arrivée de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est une manière de parler des enjeux, des possibilités d'action, des limites. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a toute une liste aussi de publications que je voulais citer, mais je pense que je vous laisserai les consulter, soit sur notre page internet, l'Université de Szczecin, si vous voulez, ou peut-être Pierre-Frédéric, de choisir celles qui sont les plus adéquates. Je remarquerai qu'il s'agit de publications de haut niveau qui sont, et vous ne serez pas étonnés, écrites en allemand, en français, en polonais, en anglais, voilà, dans toutes les langues. Presque. Voilà. Donc, merci, un grand merci à toi, et je te passe la parole. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce très gentil mot d'accueil et de présentation qui, que je l'espère, ne peut pas créer d'attente exponentielle auprès de l'auditoire. Je vais faire de mon mieux, évidemment, pour satisfaire la curiosité de toutes celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui. D'abord, je regrette de ne pas pouvoir être présent sur place. Bon, ça s'est décidé un peu à un moment où il m'était difficile de prévoir un voyage, disons, dans la journée, parce que ça aurait été la nécessité de Szczecin à Varsovie. Du point de vue des transports, la Pologne est un très grand pays, et donc les distances sont ce qu'elles sont. Juste une toute petite correction, une précision par rapport à ce que tu as dit, Nicolas. L'habilitation, c'est depuis 2017, pas depuis 2007. 17, pardon. Mais bon, c'est juste pour être exact. Je te remercie. Alors moi, j'ai par contre, indépendamment donc du fait que je ne peux pas être présent parmi vous physiquement, j'ai un avantage que vous n'avez pas, à savoir que moi, je sais très bien où je dois regarder, je n'ai qu'une possibilité, mon écran. Donc, ça facilite les choses. Voilà, alors, le séminaire que j'ai le plaisir et l'honneur également d'initier pour ce semestre est intitulé, comme l'a dit Madame Jaworska, Circulation des hommes et des idées, c'est ça si j'ai bien retenu. Alors, le sujet d'aujourd'hui est peut-être pas en premier lieu associé à ce thème général, mais peut-être est-il facile de faire le lien en disant que puisque je vais essayer de vous présenter à quelques mois de l'entrée en scène de la France comme présidente du Conseil de l'Union européenne, eh bien, l'Union européenne, c'est un projet qui est construit justement pour améliorer, rendre possible et intensifier la circulation justement des hommes et des idées, des marchandises à l'origine, mais c'était la première étape. Donc, c'est à ce titre, certainement, cette dimension européenne, cette dimension qui s'intéresse en fait
à la place de la France dans ce processus, mais aussi aux perspectives de développement de cette Union européenne, un sujet qui, malgré tout, effectivement, peut s'intégrer dans les réflexions de ce séminaire. Alors, l'intitulé que j'ai donné, en effet, qui a été cité par Madame Jaworska, les défis de la présidence française de l'Union européenne entre grand écart et contre la montre. Alors, j'ai choisi un peu cette métaphore sportive entre la gymnastique et le sport de vitesse ici, parce que c'est justement, de façon imagée, un peu ce qui constitue le ou les problèmes, peut-être difficultés ou défis en tout cas au moins, que l'on peut relever et que l'on peut relever avec succès, mais qui nécessitent qu'on soit bien conscient des difficultés. Donc ces défis qui attendent finalement la France en tant qu'État membre important de l'Union européenne, mais étant donné le contexte dans lequel sa présidence, qui dure 6 mois, va intervenir. Ce contexte qui est intéressant du point de vue du contexte de l'Union, du contexte international, mais aussi, vous en doutez, du point de vue du contexte franco-français. Rappelons que à quelques mois, disons presque à mi-chemin, un peu après la mi-temps en quelque sorte, pour garder cette image sportive de cette présidence française, auront lieu des échéances électorales essentielles, puisque ces élections décideront de la présidence de la République française. Donc, ou bien une continuité si le président sortant, qui, on sans doute se représentera, Emmanuel Macron, est réélu, ou bien un changement, mais quel changement, voire une rupture si on a affaire à un autre candidat comme vainqueur du scrutin en question, avec les conséquences que ça peut impliquer, évidemment, pour la suite de cette présidence française jusqu'à l'été de l'année prochaine. Alors, tout d'abord, peut-être revenons un tout petit peu en arrière, rappelons que cette présidence, c'est une présidence pour 6 mois, c'est une présidence tournante qui, comme le veut la belle idée de l'Union européenne, attribue à chaque État, indépendamment de son poids, entre guillemets, de son importance économique, démographique ou politique sur la scène internationale et dans l'Union européenne, le même temps et finalement de présidence tournante de l'Union européenne, sachant bien évidemment que même si au sein de l'Union européenne, c'est une association d'États qui se reconnaissent comme égaux, malgré tout, il est indéniable que lorsque la présidence revient à certains États en particulier, de par l'efficacité ou le poids diplomatique de tel ou tel État par rapport à d'autres, certaines choses peuvent avancer davantage lorsque la présidence revient, par exemple, à l'Allemagne ou bien à la France, ou bien à d'autres États, ou bien fondateurs, ou bien ayant accédé ultérieurement à l'Union européenne, mais ayant un certain poids dans les affaires de l'Union et dans les affaires internationales. Or, la dernière fois que la présidence est revenue pour 6 mois à ce qu'on pourrait appeler un poids lourd au sein de l'Union européenne, peut-être au poids lourd principal de l'Union européenne, c'était lorsque l'Allemagne a été à la tête de l'Union européenne en tant que présidence, lors du second semestre 2020, donc l'année dernière. Alors c'était une période très complexe, très difficile, et pour l'Allemagne et pour l'Union, avec un rôle essentiel qui revenait à la présidence allemande, et donc également à sa chancelière, Angela Merkel, puisque c'était le moment où il fallait décider du budget de l'Union européenne pour les 6 années à venir. Donc, on arrive à la fin d'une période, 2014-2020, il fallait décider de comment et à quel taux financer l'Union européenne pour les 6 années à venir, 2021-2027. C'est toujours une période de négociation à chaque fois, à chaque reprise, tous les 6 ans, une période difficile où chaque État, surtout ceux qui ont le plus à gagner et peut-être aussi parfois le plus à perdre, tente de présenter une position de négociation qui soit défendable et au niveau de l'Union et après en revenant
entre guillemets, chez soi devant ses propres électeurs dans le pays. Donc, il s'agit toujours d'obtenir le plus en perdant le moins et surtout en pouvant garder la face par rapport à la société, la population, les électeurs de son propre pays. Et ceci rend toujours les négociations difficiles, surtout en période de tension. Or, on sait très bien que ce n'était pas seulement le fait du second semestre 2020, des tensions au sein de l'Union européenne. Depuis quelques années, il y en a un certain nombre, et elles concernent, qui plus est, des États qui ont, depuis de longues années déjà, fait le pari de travailler de façon étroite ensemble. Lorsque, souvenez-vous, il y a 30 ans, au moment de la démocratisation de la Pologne et de la réunification de l'Allemagne, la France, l'Allemagne et la Pologne ont fait le pari de se souder davantage, de façon informelle certes, mais dans ce qu'on appelle le triangle de Weimar, une association informelle de ces 3 États pour faire avancer le projet d'intégration et d'élargissement de l'Union européenne au bénéfice notamment de la Pologne, mais aussi d'autres États d'Europe centrale et orientale. Eh bien, cela supposait quand même une forme de dialogue à 3, de trialogue qui puisse fonctionner même en temps de crise. Alors on observait que le triangle de Weimar, depuis qu'il a atteint ses objectifs principaux, à savoir d'intégrer la Pologne dans les structures de l'Europe jadis occidentale, mais tout simplement de l'Europe telle qu'elle est depuis la fin de la guerre froide, eh bien, ce succès a en même temps scellé en quelque sorte, non pas l'arrêt de mort, mais enfin a posé un problème, une question existentielle à ce triangle de Weimar. À quoi bon? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on veut faire encore ensemble? Puisque finalement, l'essentiel a été atteint. Et alors, en période de crise, comme c'est le cas, alors sans vouloir créer ici par la formulation une forme de responsabilité unique, mais enfin en tout cas il y a bien un lien de cause à effet, c'est indéniable. Depuis que le nouveau gouvernement polonais, depuis 2015, réélu ensuite, tente de réaliser des réformes particulières au regard, disons, de la pratique, notamment du droit dans les pays de l'Union européenne, avec une manière qui également ne laisse pas de surprendre et parfois d'inquiéter dans d'autres capitales, notamment en dehors de Bruxelles, eh bien à Berlin, même si Berlin se retient souvent dans sa formulation, et à Paris qui se retient moins, car, disons, la France a un peu une mauvaise habitude de ce point de vue-là, on pourrait dire, où certaines choses sont dites parfois de façon un peu crue au sein de l'Union européenne. On se rappellera la phrase assez délétère de feu le président de la République, Jacques Chirac, au moment de cette question d'intervenir en Irak ou non, au début des années 2000, où les pays d'Europe centrale et orientale, Pologne en tête, s'était mis du côté, disons, de l'Amérique, enfin des États-Unis, contrairement à ce que souhaitaient la France et l'Allemagne. Et on se rappelle cette phrase de Jacques Chirac qui avait dit à propos de la Pologne et de 7 autres pays signataires d'une lettre adressée aux États-Unis, que ces États qui souhaitent adhérer à l'Union européenne, etc., avaient perdu une bonne occasion de se taire. Bon, c'est ce genre de phrase un peu crue a bien sûr l'inconvénient de créer des problèmes au niveau de la discussion ensuite, mais permet aussi de clarifier un peu les positions et de montrer aux partenaires quelles sont les déceptions que leurs actions peuvent occasionner, si on veut y trouver un avantage. Eh bien, depuis 2015, vous le savez, le torchon brûle, plus ou moins fort, disons, entre la Pologne et Bruxelles, et donc entre la Pologne et parfois ses principaux partenaires au sein de l'Union et donc du triangle de Weimar que sont l'Allemagne et la Pologne. Ces tensions-là rendaient la présidence allemande également difficile, puisqu'il y avait cette idée d'associer l'obtention de fonds structurels européens au respect inconditionnel des règles de base, des règles fondamentales de l'état de droit, telles qu'elles sont acceptées par les traités, etc. Ce qui crée une tension donc évidente dans les négociations, une pression, une tension supplémentaire à ce qu'elle est en temps normal, de toute façon.
Alors, le style Merkel a certainement permis de limiter la casse, de rester dans une forme de modération, d'éviter les excès verbaux également, et d'obtenir un consensus qui, comme tout consensus ou compromis, a ses avantages et ses inconvénients, et reste évidemment critiquable, mais a l'avantage de permettre de boucler le budget en question et de savoir où va le voyage pour les 6 ans à venir. Alors, maintenant, pour la France, quel est le contexte? La France va arriver donc à la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier, et c'est l'occasion pour le pays en question, non pas d'influencer l'Union européenne exclusivement à sa propre mesure et en fonction de ses propres intérêts, non pas, mais malgré tout d'imprimer, de donner des impulsions à l'Union européenne qui soient bien évidemment dans le domaine du possible, dans le domaine du souhaitable de son point de vue. Or, il faut se rappeler voilà, quelles sont les intentions ou les projets européens de la France depuis ces quelques années, depuis, on peut parler depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, au moins, hein, à la présidence de la France. Vous vous souvenez de ces priorités que l'on peut résumer dans cette phrase ou ce slogan de l'Europe qui protège, ce qui bien sûr a un certain nombre d'applications ou de domaines d'application. L'Europe qui protège, c'est quelque chose qui était à comprendre à la fois du point de vue social, mais aussi du point de vue de la défense, donc la volonté de souverainiser collectivement l'Europe, en quelque sorte, de la souder davantage, et comme ça n'avait pas été le cas depuis très longtemps du point de vue français, une volonté assez inouïe du point de vue français d'aller vers plus d'intégration, ce qui ne signifie pas automatiquement plus de fédéralisation, mais enfin plus d'intégration, donc un geste ou une volonté qui mérite d'être soulignée, car à tort ou à raison, la politique européenne de la France, certainement sous l'effet de l'ombre très longue du général de Gaulle, est associée plutôt à des positions souverainistes, à des positions intergouvernementalistes, à des positions qui donc, dans le pire des cas, sont interprétés par les partenaires comme la volonté de faire une Europe à la mesure de la France, et dans le meilleur des cas, de faire l'Europe sans défaire la France, pour reprendre une formule célèbre du ministre des Affaires étrangères Bidault des années 50. Alors, ce sont des priorités qui avaient déjà été formulées au tout début, hein, dans la campagne électorale d'Emmanuel Macron, au tout début de son mandat présidentiel. Et ces idées, ces projets, ces initiatives, ce dynamisme qui s'exprimait donc de la part de ce président qui était encore, ma foi, tout frais, hein, dans les starting blocks, qui n'avait pas encore encaissé les chocs de la politique intérieure et de la pratique de sa fonction. C'était donc avant les Gilets jaunes, avant la pandémie, donc c'était un moment où les forces étaient encore toutes présentes, et disons le dynamisme des premiers temps était intact. Eh bien, cet enthousiasme du début, malgré tout, il faut bien reconnaître qu'il avait eu du mal à s'exprimer, ou tout au moins à se réaliser. Et là, en partie, le problème était lié à une très nette inertie, ou en tout cas un manque de réaction flagrante de la part de l'Allemagne, même de la part d'Angela Merkel, qui pourtant était plutôt positivement, disons, disposée à l'égard de la personne, du programme, de la sensibilité politique du nouveau président français. Alors, ce qui avait joué et constitué un poids dans la balance, c'était le contexte électoral en Allemagne, chose que l'on retrouve maintenant, hein, mais un peu plus tôt. Donc, on peut espérer que la question de la suite de l'après-Merkel sera réglée avant que la France prenne la présidence de la France, donc que ce soit réglé d'ici la fin de l'année. On le sait, les négociations en vue de former un gouvernement, de nommer un chancelier en Allemagne, ce sont des négociations qui peuvent être très longues, qui supposent des coalitions selon le résultat électoral. Et là, en l'occurrence, le résultat électoral que l'on a eu, qui est pour certains décevant, pour d'autres surprenant, selon bien évidemment la sensibilité et l'appartenance politique de chacun des acteurs. En tout cas, c'est un résultat qui, immanquablement,
suppose des négociations et de trouver un compromis entre les acteurs principaux, grâce auquel on pourra savoir qui sera finalement pas nécessairement l'héritier, mais en tout cas le successeur de Merkel, car celui qui aurait pu être l'héritier est plutôt en mauvaise posture si l'on regarde le résultat du parti de la chancelière, donc le parti chrétien-démocrate. Alors, dans le contexte du début de la présidence de la République d'Emmanuel Macron, ces projets européens n'avaient pas eu tellement la possibilité de s'exprimer. Ensuite, on se souvient des problèmes intérieurs de la France, cette crise des Gilets jaunes qui accaparait et les médias et une bonne partie de l'énergie de l'action politique en France, ne serait-ce qu'en tant qu'extincteur, parce que au niveau social et sociétal, la situation était assez incandescente, pour le moins. Et du point de vue de l'image aussi, donnée à l'extérieur, qu'on le veuille ou non, l'image d'une France à nouveau en ébullition, d'une énième fièvre hexagonale qui venait s'exprimer, n'était pas susceptible de favoriser des positions françaises allant vers des propositions européennes, etc. Alors maintenant, ces objectifs, finalement, sont restés, cette Europe qui protège, etc. De ce point de vue-là, le programme français est toujours existant et on pourrait s'interroger sur les facteurs adjuvants et les facteurs contrariants, ce qui pourrait aider ou au contraire freiner la France dans son projet ou sa volonté de faire avancer les choses un peu dans le sens que l'entendait voilà 6 ans, pardon, voilà 4 ans, on est en quinquennat, pas en septennat, le président français Emmanuel Macron. Alors, facteur adjuvant, ça peut peut-être vous paraître curieux ou paradoxal, je vais bien sûr m'expliquer immédiatement. L'un des facteurs adjuvants, ça pourrait être la pandémie, figurez-vous, car la pandémie, qui d'un côté a révélé des égoïsmes nationaux, malgré tout, ça c'était dans un premier temps, dans un second temps, a révélé toute l'utilité et la nécessité d'une coopération, d'une intégration plus forte pour ensemble réussir à combattre un problème qui est difficile à régler seul en tant que pays. Alors d'un côté, c'est vrai que pour ce qui est des régulations, de la protection de la santé, etc., on s'est rendu compte qu'il y a eu des balbutiements, des faux pas, un manque d'efficacité flagrant des institutions européennes, mais aussi, il ne faut pas oublier une chose, car médiatiquement, c'est toujours facile de critiquer l'Union européenne, mais apparemment, a priori, l'Union européenne n'avait jamais été investie d'un mandat dans ce genre de questions. Donc, il était difficile d'attendre de l'Union européenne qu'elle remplisse une fonction pour laquelle aucun traité ne l'avait préparée. Donc, il fallait que l'Union européenne aussi, elle réagisse un peu sur le tas. Et en l'absence de possibilités prévues, eh bien, les seules institutions, dans un premier temps, qui étaient susceptibles d'agir et de réagir rapidement, c'était les institutions de ce qu'on connaît de mieux et de ce qui fonctionne malgré tout le mieux en l'absence d'autres structures, à savoir les structures de l'État-nation. L'erreur a été de conclure un peu vite que finalement l'État-nation montrait sa supériorité et que l'État-nation n'était pas mort et que finalement toutes les tentatives d'intégrer davantage et de réduire la souveraineté des États-nations étaient vouées à l'échec car cette pandémie montrait que finalement il n'y avait rien de mieux. Ça, c'est une conclusion un peu rapide, d'habitude formulée par ceux qui de toute façon ont une opinion négative à l'égard de tout ce qui est plus intégrant, qui va vers plus de subsidiarité. Donc, dans un premier temps, la première réaction, c'était « Ah oui, on vous le disait, vous voyez, on avait raison ». Donc, ils ont un peu sauté sur l'occasion pour essayer de vendre leur fonds de commerce, enfin de le faire valoir. Avec le temps, on s'est rendu compte que trouver des solutions, des financements également, et devenir plus fort, ça nécessitait quand même d'être ensemble, de négocier, de se mettre autour d'une table, et notamment dans le cadre du budget européen. Donc on a remarqué que c'est par la concertation qu'on est arrivé, malgré des différences d'opinion, des différences presque de philosophie budgétaire, si on regarde la France, l'Allemagne, ou peut-être, on pourrait même dire les sudistes et les nordistes en quelque sorte au sein de l'Union européenne, les États fourmis, les États cigales, si on veut caricaturer, comme on l'entend parfois dans les médias, mais c'est vraiment ici par souci de faire court.
Et malgré tout, on a obtenu un compromis difficile, certes, mais qui permet de financer l'énorme effort que constitue la pandémie, qu'elle représente, le choc à encaisser pour les économies, pour les sociétés, pour les systèmes de santé, de protection sociale des différents pays membres. Donc, finalement, si dans un premier temps, les souverainistes semblaient avoir raison, au bout d'un an et demi, où cette pandémie nous tient malgré tout encore, différemment, et on est mieux armé qu'avant, mais malgré tout, elle nous tient encore, eh bien, la pandémie montre que finalement, une Europe qui protège, eh bien, c'est un concept qui mériterait d'être développé et d'être systématisé, institutionnalisé dans le cadre de ce que l'Union peut faire, de ce que l'Union devrait faire. Donc, ça serait quelque chose qui pourrait inciter les autres États membres, sous l'impulsion de la France, d'aller justement de ce point de vue-là vers plus d'Europe également. Un autre facteur adjuvant, et là ça concernerait l'Europe qui protège, mais d'un point de vue plutôt de défense, d'un point de vue militaire, d'un point de vue des questions de sécurité, eh bien, là encore, peut-être paradoxalement, dans un premier temps, ce qui est adjuvant, ce sont ce qu'on pourrait appeler les incertitudes américaines. Alors, ces incertitudes américaines, dont la France a été la première touchée, en tout cas de la façon la plus éclatante, du point de vue français, c'est une claque, il faut bien le dire, on ne peut pas le nommer autrement. D'ailleurs, la réaction du ministère français des Affaires étrangères, dans un premier temps, et même dans les jours qui suivent, bon, on connaît quand même un peu la personnalité de Le Drian, c'est quand même pas un amateur, c'est pas non plus un débutant, c'est un politicien, un homme politique éprouvé, qui a quand même fait ses armes, et qui est quand même capable, étant donné ses fonctions, si c'était nécessaire, de dominer ses émotions personnelles. Or, les réactions étaient très émotionnelles, très claires, et on pourrait presque dire, du point de vue diplomatique, très violentes, et univoques, du point de vue de la France, à ce qui a été analysé et interprété, à juste titre, même si ce n'était pas clair dès le début, comme un soufflet américain à l'égard des intérêts français dans le Pacifique. Et plus largement, à l'égard de l'Europe, de l'Union européenne, pourtant considérée dans sa totalité et dans les parties qui la constituent comme un partenaire de choix, comme le principal partenaire stratégique des États-Unis, dans ce qu'on appelle quand même l'Ouest, ou l'Occident, ou en tout cas, disons, l'Union transatlantique, ce qui fait vivre l'atlantisme en tant que tel. Donc, l'Europe et les pays membres de l'Union européenne en dehors de la France ont également été marqués par cette affaire des sous-marins, on pourrait dire. Et les réactions de soutien, pas toutes aussi enthousiastes, certaines peut-être craintives, car les États-Unis restent une référence et faute de mieux, le principal garant d'une forme de sécurité collective face à des risques extérieurs, proches ou lointains, orientaux ou méridionaux, notamment pour les pays qui, traditionnellement, par leur histoire, éprouvent le plus de crainte à l'égard d'une perte de souveraineté, à savoir les pays d'Europe centrale et orientale, les pays anciennement communistes. Mais malgré tout, ce soutien exprimé par les autres pays membres, partenaires de la France dans l'Union européenne, montre qu'il y a un moment européen qui se cristallise, alors à savoir comment transformer l'essai, et si la présidence française sera en mesure d'initier quelque chose qui irait dans cette direction, à savoir de créer une Europe de la défense plus ambitieuse, et financièrement, et techniquement, et politiquement, qui ne soit pas contre quelqu'un, qui ne soit surtout pas contre les États-Unis, mais qui montre son autonomie, si ce n'est son indépendance, et qui puisse exprimer, aussi difficile que cela soit, car l'Europe est quand même une polyphonie, malgré tout, de travailler à exprimer une feuille de route d'intérêt stratégiques spécifiquement européens qui ne sont pas nécessairement ceux que les États-Unis mettent sur leur liste de priorités, qui ne sont pas nécessairement contraires à ce que les États-Unis souhaitent ou recherchent, mais qui montreraient quand même que les centres de gravité peuvent être différents et les priorités également. Les facteurs contrariants à ce que la France pourrait souhaiter, alors évidemment,
pour l'instant, n'a pas encore de feuille de route précise, hein, il n'y a pas encore de catalogue qui a été formulé, même si on a des premières données. Hein. Mais comme facteur contrariant, alors je l'ai évoqué, le contexte électoral, post-électoral allemand, si les choses s'éternisent pour la formation du gouvernement allemand, l'Allemagne pourrait être tentée de répéter dans son attitude ce qui avait été le cas en 2017. Et donc, dans ces cas-là, cette inertie allemande, bien évidemment, serait un boulet pour toute forme de volonté de réaliser quoi que ce soit qui irait ou bien dans la direction d'une plus grande autonomie stratégique européenne, ou bien vers plus d'intégration également dans des questions sociales, etc., au niveau de l'Union européenne. On entend déjà des voix au niveau des commentaires politiques, des experts, etc., et de certains think tanks allemands qui mettent en garde les décideurs actuels et futurs, hein, même si on ne les connaît pas encore, mais potentiels de l'Allemagne, les mettent en garde justement de ne pas répéter ce qu'ils analysent comme une erreur. L'erreur de 2017, c'est d'avoir finalement, bon, pour dire les choses de façon un peu prosaïque, d'avoir laissé patauger Emmanuel Macron avec ses initiatives et finalement de ne pas avoir donné de répondant aux initiatives qu'il formulait pour l'Europe, et que 4 ans après, finalement, les défis intérieurs et extérieurs de l'Union européenne sont encore plus importants et nécessitent encore plus de présence et de responsabilité allemande pour soi-même et pour l'Union européenne. En d'autres termes, une chose qui est déjà vraie, pas seulement aujourd'hui et pas seulement depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, c'est que l'Allemagne, ce colosse économique, ne peut plus se permettre d'être un nain en termes de diplomatie, même parfois en termes de hard powers, hein. On sait que l'Allemagne, pour des raisons évidentes, préfère tout ce qui est soft power, mais dans la situation qui est celle que nous observons, les nouveaux défis, notamment sécuritaires, qui se présentent, l'Allemagne doit montrer qu'elle prend sa part de responsabilité avec tout ce que cela implique. Et donc, ça signifie que s'il y a des initiatives qui pourraient sans doute être françaises, eh bien, sans l'appui et sans la participation allemande, c'est voué à l'échec, hein. Et ce, même si la France est une puissance atomique modérée et que l'Allemagne ne l'est pas, les têtes nucléaires françaises ne font pas la différence s'il s'agit d'entraîner tous les autres partenaires européens autour d'une table pour créer quelque chose qui serait un niveau supérieur d'intégration dans les questions de défense européenne. Un autre moment contrariant, eh bien, ce sont les problèmes intérieurs français, certains problèmes toujours pas réglés, lancinants, qui traînent, certaines réformes qui sont annoncées, qui sont entreprises, qui après sont mises en repos en raison des réactions violentes, sociétales qu'elles causent, hein, n'est-ce pas? Et donc cette impression que ça peut créer à l'extérieur d'une France qui n'en finit pas de se réformer, qui n'en finit pas de se moderniser, de renoncer à un modèle qu'elle idéalise, qu'elle chérit, mais qui ne peut plus fonctionner comme il fonctionnait au moment de sa création. Donc ces problèmes intérieurs français, il serait effectivement dommage qu'ils viennent entraver les initiatives extérieures françaises. Et alors, ce qui est encore un facteur contrariant, et là on est au sein de l'Union européenne, alors c'est ce qu'on pourrait appeler les dissensions ou le différend énergétique. Alors là, c'est à la croisée des nouveaux enjeux écologiques, du Green Deal, et de la politique énergétique pour les 50 années à venir et plus, où on observe que finalement, entre les principaux États européens, du point de vue énergétique, on pourrait nommer ici ne serait-ce que l'Allemagne, la France et la Pologne, voilà, les 3 pays du triangle de Weimar, eh bien, on a quand même des positions radicalement différentes, hein. Alors, on a les Allemands qui ont annoncé et qui maintiennent coûte que coûte, fin 2022, ils comptent sortir complètement du nucléaire. C'est une décision qui remonte à Fukushima. C'est une décision qui est le fruit peut-être moins de la réflexion que de la réaction, qui est le fruit aussi de toute une histoire, peut-être pas une histoire longue, mais enfin une histoire qui remonte déjà à l'après-guerre, d'une crainte viscérale de tout ce qui est atomique en Europe occidentale, en Allemagne de l'Ouest à l'époque, et puis ça, disons, ça
transmis à l'Allemagne réunifiée. Et la crainte du nucléaire militaire a migré un peu dans les consciences et elle concerne finalement même le nucléaire civil, le nucléaire en général. Donc la question du nucléaire, c'est un sujet qui cause un certain nombre de réactions très émotionnelles, émotives en Allemagne, dans les débats politiques, dans la société. Je vous rappelle que la force politique que représentent les Verts, les écologistes en Europe, eh bien, elle est née de l'Allemagne. C'est en Allemagne que le mouvement des Verts est né en tant que vrai parti politique avec la force qu'il a jusqu'à ce jour et qui grandit. Donc, il est difficile de trouver un terrain d'accord entre Français et Allemands, mais aussi entre Polonais et Allemands de plus en plus pour ce qui est du nucléaire, puisque autant les Français, bon, il est établi que les Français sont dans, non pas le tout atomique, mais enfin, en grande part dans le nucléaire, et la France ne compte pas s'arrêter là. La France est même en bonne voie d'aller plus loin. Rappelons que le grand projet international, non seulement européen, mais vraiment international, ITER, qui est en phase de continuation, donc de continuité dans le sud de la France, eh bien, le projet qui vise à accéder à la technologie de fusion nucléaire, qui est plus propre, qui est plus difficile évidemment, mais qui est une suite finalement de l'aventure du nucléaire civil, eh bien c'est quelque chose auquel la France est très attachée. Paradoxalement, l'Allemagne qui veut se retirer du nucléaire cofinance le projet ITER, hein, il faut bien le dire. Alors, ça fait partie parfois de cette difficulté, de ce manque de lisibilité de la position allemande. Manque de lisibilité qui s'exprime aussi quand, par exemple, certains politiques, hommes politiques, femmes politiques en l'occurrence, au niveau régional, au niveau de certains Länder allemands, notamment le Mecklembourg, qui est limitrophe de la Pologne, expriment leurs craintes, leur désaccord par rapport au projet polonais de se nucléariser modestement, mais malgré tout. Lorsqu'on entend, par exemple, Madame Schwesig, qui est la ministre-présidente de Mecklembourg-Vorpommern, Poméranie occidentale, formuler le vœu à l'égard du gouvernement fédéral, quel qu'il soit à l'avenir, de faire tout ce qui sera en son possible pour contrecarrer, pour empêcher la réalisation des projets nucléaires polonais. Voilà. C'est un langage assez curieux. On imagine assez bien la réaction que ça peut susciter en Pologne, indépendamment de la sensibilité politique du moment. Et surtout, là où c'est encore plus curieux, c'est que l'Allemagne couvre une partie de ses énormes besoins énergétiques grâce à l'importation d'électricité produite par le nucléaire français. Donc, ce qu'on ne veut pas chez soi, malgré tout, on l'accepte de la part des autres. Donc, là encore, manque de lisibilité dans un certain sens de logique aussi. Et là, donc, on voit se cristalliser une espèce de différence où l'Allemagne paraît bien isolée finalement, et il ne faudrait pas que l'Allemagne se sente trop isolée. Donc, à charge pour la France de se montrer ouverte, coopérante, d'essayer d'intéresser l'Allemagne quand même, pour ne pas que l'Allemagne se sente finalement prise par les deux bouts. D'un côté, la Pologne qui cherche à se nucléariser, de l'autre côté, la France qui, évidemment, de ce point de vue-là, ne cesse de faire les yeux doux à la Pologne, même si pour l'instant, ce sont les technologies américaines qui sont plutôt en train de gagner, j'allais dire comme d'habitude, en Pologne. Malgré tout, en termes de formation, au moins, formation de spécialistes du nucléaire, la France est bien présente en Pologne dans les partenariats. Je rappelle notamment, il y a quelques mois, un partenariat signé entre Euratom enfin pas Euratom, pardon, Areva et l'Institut technologique de Wrocław pour la formation des futurs ingénieurs spécialistes du nucléaire polonais. Alors, tous ces points-là sont plutôt contrariants parce que ça peut mettre la France en porte-à-faux avec certains de ses partenaires principaux, de ceux dont elle aurait aussi besoin en tant que partenaire pour faire avancer des projets qui lui seraient chers au moment de cette présidence française de l'Union européenne. Je vois que le temps avance, donc il y a encore 2-3 points que je voudrais mentionner. Je ne voudrais pas être trop long pour laisser le temps à la discussion, mais il me semble quand même important, si vous le permettez, que j'ajoute encore quelques points. Pardon ? 5 minutes ? D'accord. Bon, si c'est 6, tu ne me mangeras pas. Hein. D'accord. Alors, ce qui va se poser avec l'arrivée de la France à la présidence de l'Union, c'est une fois de plus la question du centre de gravité de l'Union européenne.
on le sait traditionnellement, et ce n'est pas quelque chose de neuf, hein, le topos, hein, on va dire, géopolitique de la France, c'est le sud, ce n'est pas l'est. Hein, ce qui peut inquiéter un peu en Pologne notamment. Mais il faut rappeler aussi que la France aurait le droit, même s'il ne faut pas qu'elle insiste sur cette corde, disons, de la déception ou de la vexation, mais enfin, la France pourrait être un peu déçue de la part et de l'Allemagne et de la Pologne, donc de ces deux partenaires du triangle de Weimar, du peu d'intérêt, du peu de cas que ces deux États ont fait et font encore des intérêts méridionaux, que ce soit méridionaux proches, bassin méditerranéen, ou plus loin dans le Sahel, qui ne sont pas des intérêts que français, contrairement à ce qu'on pourrait dire en polémisant, mais qui sont des intérêts également européens quand on parle de sécurité. Alors, la présence, par exemple, militaire, logistique allemande dans le Sahel, disons comparée au potentiel de l'Allemagne, est quand même assez faible. Hein. La présence de la Pologne est inexistante. La France, de son côté, même si ce n'est pas nécessairement son point principal d'intérêt en termes de politique de voisinage, avait quand même fait preuve d'une certaine compréhension, un peu sous la pression, il est vrai, mais on se souvient dans le moment de la crise ukrainienne, qui dure encore d'une certaine manière, mais en 2014, lorsque la France avait, bon gré mal gré, renoncé à vendre 2 porte-hélicoptères Mistral, un contrat assez juteux à la Russie, bon, c'était un geste quand même à l'égard de ses partenaires d'Europe centrale et orientale, Pologne en tête. Lorsque la France essaye malgré tout de tenir compte d'intérêts centre-orientaux européens dans ses négociations ou discussions avec la Russie, ça montre aussi peut-être pas une grande sensibilité, mais en tout cas un effort pour prendre en compte cette sensibilité, par exemple polonaise, qui est différente quand il s'agit des relations avec le voisin russe. Or là, quand on regarde le monde méditerranéen, je vous rappelle l'Union pour la Méditerranée, hein, ce projet qui avait été porté un temps par Nicolas Sarkozy, mais pas seulement, eh bien, parmi les États membres, il n'y a pas que des États méditerranéens, effectivement, c'est tous les États qui le souhaitent. La Pologne, sagement, aimablement, fait partie des signataires, mais en termes de participation à des projets, la Pologne est assez absente. Donc, on pourrait subodorer du côté français une forme de déception face à un désintérêt pour des choses qui tiendraient à cœur un peu à la France. Alors, il est certain que la France aura tout intérêt et aura la volonté de marquer sa position au sud, d'aller vers peut-être un recentrage ou un décentrage du centre de gravité de l'Union européenne plus au sud, ce dont pourrait témoigner, pas seulement, mais en partie, ce rapprochement prévu depuis un certain temps et qui devrait être finalisé cet automne entre la France et l'Italie, hein, puisqu'il doit être signé le traité du Quirinal, donc un traité franco-italien, qui rappelle un peu ce qu'a été le traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne il y a 2 ans et demi. Donc, on voit que la France cherche à resserrer les liens avec le Sud, avec son partenaire, on pourrait dire l'un de ses partenaires principaux au Sud. Un autre exemple, alors, qui est au Sud-Est, mais dernièrement, l'accord, hein, on pourrait dire c'est un accord de défense bilatérale au sein de l'Union, au sein de l'OTAN, entre la France et la Grèce, où la France et la Grèce ont admis que ils se défendraient mutuellement en cas d'attaque d'un tiers, même si ce tiers est membre de l'OTAN. C'est dirigé évidemment contre la Turquie, ou enfin en tout cas c'est un signal adressé à la Turquie pour que la Turquie se tienne à carreau, pour dire les choses de façon un peu familière. Donc on voit quand même la Méditerranée, c'est quelque chose qui, de longue date, mais de nouveau, est bien présent. L'aide apportée de façon bien sûr en partie désintéressée, en partie intéressée par la France au Liban après la catastrophe dans le port de Beyrouth en août 2020, c'était également pour marquer la présence de la France dans le bassin oriental de la mer Égée et pour également montrer à la Turquie, attention, on est bien là et on soutient nos partenaires grecs pour ce qui est du conflit du gaz. Hein. Voilà, donc ces questions-là, ce sont des questions qui certainement reviendront sur le tapis, hein, si la France a l'occasion de les formuler pendant cette présidence. Quels sont ces chances de succès? Alors, ça dépendra de la pondération des facteurs adjuvants et contrariants que j'ai formulés. Donc, je ne suis pas grand clerc, je ne suis pas non plus, disons, voyant. Hein, donc, je ne
ne ferai pas de pronostic. Je pense en tout cas, disons, c'est plus une supposition ou une prévision éventuelle, que ce recentrage vers le sud, c'est quelque chose qui risque de se faire et qui n'est pas sans intérêt quand on voit que la plupart des enjeux, contrairement peut-être à ce qu'on peut voir par les médias, n'est pas à l'est, mais bien au sud, que ce soit l'émigration, le climat, etc. Que la Russie, même si elle pose problème, est quand même une puissance en déclin et une puissance régionale avec un potentiel international global du fait de son arsenal et de ses capacités de brouillage, de ses capacités énormes en termes de guerre hybride, et surtout de son manque total d'égard à les utiliser. Mais malgré tout, en dépit des apparences, la Russie n'est pas un acteur de premier plan. Et cessons aussi de croire, comme certains le formulent en Allemagne elle-même, que la Russie serait le principal partenaire de l'Allemagne. C'est une contre-vérité qui est parfois formulée par notamment les conservateurs ou les nationaux conservateurs polonais. En termes économiques, la Russie est un nain pour l'Allemagne. La Pologne est beaucoup plus importante comme partenaire économique de l'Allemagne que la Russie, en dépit de Nord Stream 2, de Nord Stream 1, etc. L'Allemagne est plus importante pour la Russie que la Russie pour l'Allemagne, donc une très forte asymétrie. Et l'intégration économique en termes d'échanges est bien plus forte entre l'Allemagne et la Pologne qu'elle ne l'est entre l'Allemagne et la Russie. Les projets pour rapprocher l'Allemagne et la Russie, comme l'a d'ailleurs formulé le président allemand lui-même, dans l'une des rares allocutions un peu plus politiques qu'il a, puisque ce n'est pas le rôle du président fédéral d'habitude, c'est qu'il faut essayer de conserver des ponts, de ne pas brûler les ponts, de conserver le dialogue avec la Russie, quelque chose auquel les Allemands sont très attachés, pour diverses raisons. La relation germano-russe est une relation particulière, ce qui est lié à l'histoire aussi, mais malgré tout, si on regarde les chiffres de l'export et de l'import pour l'Allemagne, et même en termes de qualité, ou les relations avec la Russie ne sont pas aussi stratégiques et essentielles que certains veulent bien le souligner, en dépit du gaz, etc. Reste bien sûr l'enjeu plus grand, et je terminerai sur ça, à savoir les enjeux internationaux qui dépassent strictement le cadre et de l'Union, et même de l'Europe au sens large, voire de l'Eurasie, en tout cas dans sa dimension européenne. C'est ce ce qui se dessine comme le principal centre de gravité pour les prochaines décennies à l'échelle globale, à savoir les enjeux sino-américains, en tout cas le Pacifique, la zone Indo-Pacifique, comme le lieu où, disons, la géopolitique au sens plein du terme, même au sens où on l'utilise moins, parce que c'est un terme qui est parfois un petit peu tombé en désuétude, mais où la géopolitique se porte le mieux, où tout ce qui est hard power et soft power est associé. Au regard de la nucléarisation, disons, rampante de cet espace, on ne peut qu'imaginer que les tensions risquent de représenter des enjeux et des risques plus importants encore qu'ils ne le sont déjà. Donc, comment l'Union européenne se positionnera dans ces tensions sino-américaines entre cette hyperpuissance, comme l'appelait juste après la fin du communisme et un peu quelques années plus tard encore Hubert Védrine, américaine, qui est quand même sur une phase descendante malgré tout, et cette pas encore hyperpuissance, mais en tout cas certainement superpuissance émergente chinoise, galopante, qui plus est. Alors ça, c'est un enjeu où l'Union européenne n'a pas encore montré comment elle se positionnait. Et la France est l'un des acteurs qui a ici quelque chose à dire, mais ne l'a pas encore dit. Ce qui, du fait des hésitations, est, sans vouloir justifier la réaction américaine, l'un des éléments qui ont incité les Américains à faire ce qu'ils ont fait. On ne peut pas faire l'avocat du diable, mais il faut bien voir les enjeux de chacun. Voilà, et donc ce qu'il nous reste, eh bien ça c'est notre problème intérieur, c'est l'incertitude de l'après 24 avril, donc quand sera-t-il des élections? Ça, nous le verrons
en fonction du résultat. Puisqu'on ne sait pas encore très bien qui pourrait être l'alter ego, enfin le concurrent le plus viable d'Emmanuel Macron pour l'instant, c'est difficile de faire des pronostics à cette date. Voilà. Je vous laisse avec ces réflexions-là. J'espère que certaines vous choquent ou vous interrogent ou vous incitent à me critiquer, à présenter un point de vue contraire et à discuter surtout. Et si j'ai bien compris, on a une bonne demi-heure devant nous pour en profiter. C'est bien ça, Nicolas? Merci, Pierre-Frédéric, parce que c'était un exposé extrêmement riche, donc il y aura matière à discussion. Et merci aussi d'avoir joué le jeu de garder le temps imparti, de l'avoir respecté, puisque pour nous, cette partie discussion est très, très importante. Je pense que c'est toujours un moment d'échange qui permet d'éclaircir certains sujets, d'ouvrir des nouvelles pistes, etc. J'aurais moi-même une ou deux questions de détail ou remarques de détail, mais d'une manière générale, j'ai trouvé le tableau très, très complet. Et aussitôt, sans plus de transition, je vais demander est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle? Kinga. Merci beaucoup tout d'abord pour cette présentation qui était très intéressante pour moi parce que vous avez présenté une perspective plus française et même allemande. Et moi, je travaille plus sur la perspective polonaise. Je voudrais vous demander justement de votre point de vue, quels sont les défis, les plus grands dangers qui devraient déterminer la coopération franco-polonaise, justement en perspective de la définition de European Strategic Compass durant la présidence française, vu les ambitions stratégiques de la Pologne et de la France qui sont un peu divergentes, et aussi vu l'ambition française de la définition de l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Merci. Alors ça, c'est une question très épineuse pour commencer, peut-être la plus difficile, je dirais. Je ne dis pas ça comme un homme politique rompu que je ne suis pas pour gagner du temps, mais c'est vrai que je n'ai pas nécessairement la réponse, je l'avoue, à votre question, car, alors c'est pas pour minimiser mon incompétence, mais je pense que même au niveau des décideurs français, on est encore en train d'essayer d'imaginer la stratégie, voir sa possibilité, les possibilités d'opérationnaliser une stratégie en question pour obtenir une ligne plus commune. Donc, au niveau de l'Union européenne, ce qui en général peut, c'est pas la seule chose, mais peut faire avancer vers un rapprochement de positions un peu contraires, ce sont des projets d'armement commun. C'est pas la seule chose, mais c'est une des choses qui peut aider. Quand plusieurs États, même s'ils ont peut-être des points de vue divergents sur comment utiliser ceux qui vont le faire ensemble, mais malgré tout se mettent ensemble et font un effort d'investissement commun, de coopération commune pour un projet d'armement qui va nécessairement prendre plusieurs années, voire plus, selon l'ambition technologique que cela représente, eh bien, ça peut aider, bien évidemment. Si entre des pays se nouent des contrats également d'armement réciproque ou bien d'échange ou disons d'intégration par l'armement, c'est quelque chose qui peut aussi aider. Actuellement, ce n'est pas quelque chose qu'on observe véritablement. Alors, sans revenir à la blessure des caracals, bien évidemment, mais vous l'avez mentionné, il y a quand même une divergence, par exemple, franco-polonaise. Alors, comme c'était le cas précédemment, jusqu'à aujourd'hui, la Pologne est quand même toujours très axée, et en termes d'armement et de stratégie, sur une position atlantiste. Ce n'est pas un reproche, bien sûr, c'est logique, c'est presque, on pourrait dire, c'est naturel étant donné et l'histoire récente de la Pologne et la situation actuelle, mais forcément, du point de vue français, ça n'aide pas vraiment. C'est peut-être plus facile à accepter pour les Allemands qui, eux aussi, en dépit de critiques qu'on peut entendre
notamment, mais pas seulement dans les nouveaux Länder, enfin les nouveaux, ça fait 30 ans qu'ils sont nouveaux, mais enfin dans les anciens Länder d'Allemagne de l'Est, malgré tout, l'Allemagne reste, pour des questions stratégiques, toujours pro-atlantiste. On l'a remarqué quand il y a eu cette affaire dernièrement avec les sous-marins. Il y a des voix d'experts qui se sont affirmés pour dire oui, bien sûr, on comprend la France, il faut soutenir la France, mais on ne peut pas accepter de se faire enfermer par les Français. Et je pense que c'est quelque chose auquel pourraient souscrire, indépendamment de toute différence sur d'autres points, les décideurs polonais également. Ce qui était formulé donc par certains experts allemands, c'était on ne peut pas laisser l'Allemagne se faire enfermer par les Français, pour des intérêts français peut-être davantage, dans une alternative qui serait ou bien on soutient la France, ou bien on soutient les Américains. Hein. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner en termes d'alternative. C'est totalement exclu, et pour les Allemands, et je pense pouvoir dire, mais vous le savez mieux que moi en étant expert dans ces questions pour les Polonais, et je pense que pour les Polonais, c'est le cas, que ce soit n'importe qui au pouvoir, le pouvoir actuel ou l'opposition, ça fait partie en quelque sorte. Alors excusez la comparaison parce qu'elle est peut-être un peu bancale, mais si on veut chercher dans l'histoire récente des sujets qui faisaient l'unanimité indépendamment de toutes les tranchées idéologiques qui existaient, on pourrait prendre par exemple la question de la ligne Oder-Neisse comme frontière occidentale de la Pologne après 1945, et les communistes, et les anticommunistes, et l'émigration polonaise, et l'Église, tout le monde était d'accord, même s'ils étaient capables de s'entre-déchirer, que ça, c'était un intérêt clé de la Pologne. Eh bien, garder les Américains en Europe et les Russes dehors, c'est quelque chose qui, indépendamment de l'option politique en Pologne, reste valide. En France, comme vous le savez, bon, traditionnellement, et c'est plutôt en phase de retour, même si sous Sarkozy, la France a réintégré le commandement de l'OTAN, on est en train de se dire, finalement, on va peut-être ressortir une deuxième fois. Hein. Donc, en France, les Américains ne sont pas vus comme une nécessité. Hein. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas, mais en tout cas, politiquement, c'est quelque chose qui peut avoir un effet. En Slovénie, lors de la venue donc, Emmanuel Macron pour le dernier sommet. Donc, il a été interrogé, puisqu'il y a eu des discussions quand même, pour essayer un peu de, comme on dit, familièrement, de rabibocher un peu les Français et les Américains, discussion entre Macron et Biden. Une question d'un journaliste au niveau de l'alliance franco-américaine, est-ce que c'est bon, ça va aller? La réponse a été lapidaire. La réponse de Macron. Il l'a développée un peu après, mais ça n'a pas tellement amélioré les choses. Il a répondu « We will see ». On verra. Et il a précisé, on attend des actes, pour l'instant les promesses ne nous suffisent pas. C'est violent quand même, hein, avec quelqu'un qui est l'un des principaux alliés. Ça nous paraît anodin, bien sûr, mais pour des personnes qui sont habituées au langage policé, diplomatique, ou même un échec est présenté comme une discussion fructueuse, eh bien, voyez, c'est quand même après les premiers gestes, bien sûr plutôt rhétoriques de Biden, et qui ont été compris comme des gestes rhétoriques pour l'instant, eh bien la France reste quand même pour l'instant très nettement sur sa ligne de retenue, sur sa ligne de, comme il l'a dit, hein, we will see, on verra, zobaczymy. Hein. Donc là, ça va certainement être la chose la plus difficile d'essayer de faire avancer une stratégie européenne. Mais là, justement, c'est ce que j'avais formulé dans une petite phrase ou une proposition dans le résumé qui a été mis lors de l'annonce de ce séminaire. La France aura besoin d'alliés si elle veut faire avancer ce projet dans l'Union européenne. Et d'alliés peut-être pas évidents ou peut-être pas, comment on pourrait dire, de premier choix, c'est-à-dire comme elle est en train de le faire, la Grèce, peut-être l'Italie, d'autres acteurs qui finalement pourraient, ensemble avec la France, avoir un poids en dépit peut-être de freins ou d'hésitations ou de manque d'enthousiasme de la part, par exemple, de l'Allemagne ou de la Pologne. Mais là encore, c'est un grand point d'interrogation. C'est un grand point d'interrogation et à charge aussi de se demander si 3 mois et demi suffisent, puisque jusqu'aux élections, il y a 3 mois et demi. Et bon, après, il y a encore 2 mois et demi, mais les élections sont quand même un moment qui peut avoir une incidence.
Ce qui aiderait la position française et sa volonté de faire avancer certains dossiers, c'est si le président français était réélu. Ça lui donnerait évidemment à nouveau du vent dans les voiles. Il pourrait, quel que soit le résultat, même si c'est de justesse, quand même se présenter comme le chef légitime de la France et auquel la majorité des électeurs, quelle que soit cette majorité, le font confiance. Ça pourrait l'aider pour le dernier sprint, pour reprendre la métaphore sportive du début, pour les 2 mois restants jusqu'à la fin juin. Mais là, c'est un grand point d'interrogation. Et si on se base que sur ces 3 premiers mois, 3 mois et demi, on peut même se demander s'il est possible de réaliser quoi que ce soit de concret, au moins un non-paper ou une ligne de conduite ou quelque chose qui servirait pour ensuite décider davantage, qui irait dans le sens de la France. Ce qui pourrait jouer, c'est si d'autres Européens, même les plus fidèles, sont déçus d'un manque de propositions concrètes d'association des États-Unis. Si les États-Unis continuent, malgré Biden, à faire dans une forme de post-Trumpisme, hein, on pourrait dire, hein, de cavalier seul, qui ne traite pas ses alliés d'égal à égal ou au moins de junior partner, mais qui finalement décide de façon unilatérale. Mais ça on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir encore parce que pour l'instant, la ligne de Biden n'est pas très nette, n'est pas très claire. Et je pense, enfin c'est mon hypothèse, que les Américains sont malgré tout encore empêtrés dans la gestion de leur sortie d'Afghanistan aussi. Même si c'est peut-être un sujet de second ordre par rapport à ce qui les travaille plus, donc l'Indo-Pacifique, malgré tout, la gestion de leur retrait, qui a été ce qu'il est, hein, les occupe encore, et donc ça joue certainement aussi sur la définition un peu vers l'extérieur, en tout cas, de leur positionnement par rapport à leurs alliés, etc. Bon, mais c'est à vérifier, hein, bien évidemment. Et à Frédéric. Alors, j'ai déjà plusieurs personnes qui ont exprimé leur volonté de poser d'autres questions. Donc, il faut qu'on profite de ta présence au maximum. Monsieur, dont j'ai pas entendu le nom. Philippe. Donc, Philippe. Et puis, je profite, avant de donner la parole à Philippe, j'en profite pour rappeler aux personnes qui nous suivent à distance par l'intermédiaire de Zoom que, bien entendu, ils sont invités aussi à poser des questions. Il y a la possibilité de s'exprimer par l'intermédiaire du chat ou en levant la petite main. Il y a une technique pour lever une petite main. Voilà. Donc, Philippe, la parole est à vous. Oui, donc personnellement, je suis intéressé par votre opinion sur le conflit, sur le théâtre. Devrais-je recommencer ou... Vous pourriez recommencer parce que ça a été coupé un instant. D'accord. Donc oui. Ma question est la suivante. Je suis intéressé par votre opinion sur le conflit déjà préexistant, mais quelque peu caché, sur le théâtre africain et méditerranéen, sur l'axe sino-français. Donc sur l'influence à la fois soft et hard power en Afrique. Et si ça peut avoir des influences sur la politique française envers l'Union européenne et interne en même temps. Alors, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il est peu médiatisé. C'est quelque chose qui se passe un peu en sourdine, on pourrait dire. Globalement, on pourrait dire que là où la France se retire économiquement, les Chinois entrent en jeu. Dans la plupart des pays d'Afrique où la France, peut-être se retirer, le mot est trop fort, est inexact, mais en tout cas où les Français économiquement deviennent moins présents, donc restent, mais peut-être moins qu'ils l'étaient, c'est là que les Chinois interviennent. Et les Chinois sont très, très entreprenants, comme vous le savez, que ce soit dans l'acquisition de terres, même pour des raisons qui sont liées à leurs énormes besoins industriels, productifs, etc., qui, de façon médiate, sont également nos besoins, puisque cette production est non seulement destinée au marché chinois, mais également aux marchés qui sont les nôtres. La France est très occupée, si vous voulez, à essayer de maintenir sa présence de façon acceptable pour son économie. Il faut bien savoir que
qui est cette présence militaire, hein, cette force de projection, comme on l'appelle, hein, française, qui est non seulement, mais enfin très principalement présente en Afrique, c'est quelque chose qui oblitère chaque année de façon importante le budget français, sans compter bien sûr tout ce qui est budget supérieur à ce qui était prévu, OPEX, hein, les opérations extérieures, donc ces enveloppes qui sont prévues sans être prévues, mais qu'on ajoute hein, lorsqu'on juge en plus haut lieu, donc souvent au niveau de l'Élysée, qu'il y a une nécessité d'intervention. Donc la France est un peu prise entre sa volonté de rester présente et sa capacité à l'être. Donc, elle doit faire des compromis, elle doit se recentrer. On l'a vu, la France se retire de certains endroits où elle était traditionnellement très, très présente depuis l'époque post-coloniale, hein, le Centrafrique. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau militaire, du coup, là, ce ne sont pas les Chinois, parce que les Chinois, au niveau militaire, pour l'instant, ils restent très réservés, mais c'est les Russes, là où ils peuvent, à moindre frais, qui s'engouffrent dans la brèche laissée parfois par les Français. On a déjà noté hein, la présence d'ailleurs non seulement de troupes, et à vrai dire presque pas de troupes réelles russes, mais de mercenaires russes privés, hein, qui sont de manière ou d'une autre quand même affiliés ou liés à la politique menée par le Kremlin, même si c'est une sorte de privatisation du militaire en quelque sorte, au Centrafrique. Quelques semaines hein, après le retrait de troupes françaises, là où elles étaient implantées depuis des décennies. Hein. Donc, c'est à plusieurs niveaux. Quand on parle de recentrage ou de mouvement hein, en termes de présence extérieure en Afrique, du point de vue de la France, au niveau économique, la concurrence qui existait avec la Chine. Au niveau militaire, alors sans que ce soit vraiment une concurrence, mais on voit que la Russie essaye d'être présente un peu, de s'embarquer là où elle peut, là où elle voit que la France laisse un peu de place. Mais toujours, tel que c'est en Russie, de façon hybride, à moindre frais, et essentiellement pour pouvoir avoir un rôle perturbateur davantage que pour garder le terrain, si vous voulez. Est-ce que la position chinoise, puisque c'est ça que vous demandez, est-ce que la position et le renforcement de la position de la Chine, du point de vue économique, hein, essentiellement, en Afrique, aura ou a une incidence sur la façon dont la France se positionne à l'égard de la Chine et dont la France souhaiterait que l'Union européenne se positionne par rapport à la Chine? Pour l'instant, on ne l'observe pas. Pour l'instant, on n'observe pas. Est-ce parce que ce n'est pas la priorité du moment? Ce n'est pas exclu. Mais, ou alors autre chose, est-ce aussi, il faut bien le prendre en considération comme une hypothèse, est-ce parce que la France n'a pas les moyens de le contrecarrer, hein, n'a pas de force de proposition aussi importante économiquement pour répondre aux besoins, aux attentes de pays africains, attentes que peuvent remplir les Chinois, qui sont quand même le premier créancier de la planète, hein, même à l'égard des États-Unis. Hein. Les États-Unis qui ont une dette extraordinaire hein, auprès de leurs créanciers chinois, ce qui ajoute bien sûr une tension supplémentaire. Les Chinois ne le veulent pas, ce n'est pas dans leur intérêt, mais les Chinois pourraient mettre les Américains à banqueroute. Hein. Et ça, pas depuis aujourd'hui, mais ça grossit encore plus. Donc, la capacité d'investissement des Chinois est tellement exorbitante qu'on ne peut pas exclure aussi le fait que la France ne voit pas comme une priorité et comme une capacité de son point de vue, au moins dans la masse, hein, de contrecarrer cela. Là où la France peut intervenir et peut proposer quelque chose, c'est dans des technologies de pointe dont la Chine ne dispose pas, mais ce n'est pas tellement là que ça peut marcher parce que les technologies de pointe, c'est quelque chose qui est cher et ce n'est pas quelque chose que les pays africains peuvent se permettre. Donc du coup, ce n'est pas vraiment quelque chose que la France pourrait faire valoir à l'égard de partenaires africains, même les plus nantis, on va dire, économiquement, alors que des choses moins exigeantes, hein, des propositions économiques moins exigeantes, de moins haut niveau peut-être, mais plus massive que peut proposer la Chine, ça, c'est quelque chose qui peut répondre à des besoins de pays africains, d'où la France, économiquement, se retire un petit peu. Voilà ce que je pourrais essayer de répondre. Je ne sais pas en quoi ça satisfait complètement vos attentes, mais c'est un peu ce qui semble se dessiner. Donc, pour résumer, je pense qu'on pourrait supposer aussi un manque de moyens ou tout au moins la nécessité d'allouer ces moyens à d'autres priorités.
plutôt que de jouer à la guerre commerciale avec les Chinois en Afrique. Formidable cette capacité de répondre sur tous les terrains, y compris sur la Chine-Afrique et la France-Afrique. Je crois comprendre qu'une collègue de Zoom était intéressée de poser une question par le chat ou d'une autre manière. Est-ce que j'ai raison? Alors, je regarde le chat, je ne vois pas vraiment. Ah oui, Madame Pietrzykowska, c'est ça? Voilà. Comment voit la France la nécessité d'atteindre la neutralité climatique et les objectifs fixés en ce moment en Union européenne? Je voulais proposer à Madame Pietrzykowska, si vous le voulez, vous pouvez poser la question à l'oral. C'est toujours plus vivant quand on entend, voire qu'on voit la personne, mais vous n'êtes pas obligé. Oui, ben, disons, la question, je la vois, donc je vous remercie. Et, bon, c'est comme vous le souhaitez, mais elle est claire. Hein. Sauf peut-être pour le début, comment la France voit la nécessité? Est-ce que vous voulez dire, est-ce que la France voit ça comme une nécessité, une priorité toujours, ou est-ce que la France a un peu rétrogradé ses objectifs? Est-ce que c'est ça le sens de votre question? La priorité. La neutralité, oui. Alors, oui. Bon, ça fait toujours partie des objectifs français et des objectifs du terrain sur lequel elle souhaite attirer les autres partenaires au sein de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la France est très à l'écoute, en dehors d'intérêts économiques et d'intérêts liés à l'investissement à l'étranger, lorsque, par exemple, la Pologne formule finalement, et un peu contre ce qu'on pourrait attendre, sa sortie, alors pas pour tout de suite, mais sa sortie du charbon. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, la Pologne a annoncé, bon, c'est une hypothèse de travail, mais la Pologne a quand même pour la première fois formulé une date, et ça mérite d'être noté. La Pologne a annoncé sa sortie du charbon pour 2048 ou 2049. Ça laisse un peu le temps, mais d'un autre côté, lorsqu'on voit le travail, l'investissement, la technologie nécessaire pour faire fonctionner une centrale nucléaire, pour les bâtir, pour avoir le savoir-faire, etc., c'est normal qu'une sortie du charbon ne soit pas annoncée pour l'année prochaine. Économiquement, c'est impossible. Donc, la France est à l'écoute de ce genre de projet et la France soutient ces initiatives, évidemment dans son propre intérêt, mais aussi pour l'objectif de la neutralité climatique, donc du zéro émission, ou en tout cas d'une réduction drastique des émissions en raison des enjeux climatiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi la France se fait un peu parfois l'avocat du diable, ou un peu peut être en position, mais il faut qu'elle joue très, très, très prudemment de cet atout, en discutant avec l'Allemagne, lorsque on dit à l'Allemagne, bah, écoutez, oui, vous parlez d'écologie, les éoliennes, l'énergie solaire, on sort du nucléaire, mais à côté de ça, vous avez quand même construit, même si c'est des technologies de dernière génération, des centrales thermiques, et elles ne fonctionnent pas avec de l'eau oxygénée, hein, donc elles fonctionnent bien avec du charbon. Donc le charbon, c'est quand même quelque chose qui est encore présent en Allemagne, et d'où la question qui peut se poser, chers Allemands, vous voulez faire comment pour que les énormes besoins de votre économie soient couverts en termes énergétiques, si vous voulez être vert, et ce qui signifie pour vous sortir également du nucléaire. L'éolienne et l'électricité, actuellement, à elles seules, ne sont pas en mesure de couvrir les besoins intégraux, hein, de l'économie allemande. Donc, ça peut mettre une certaine pression, hein, sur les Allemands, à charge pour nous de nous demander en quoi la France peut avoir intérêt à jouer de cet atout, à jouer de cet argument, hein, qui pourrait mettre les Allemands en difficulté. On voit en tout cas que les Allemands d'eux-mêmes, hein, pendant la campagne électorale, cette question du nucléaire est revenue. Le candidat un peu malchanceux de la CDU, qui était un peu pressenti comme potentiel successeur d'Angela Merkel, Armin Laschet, dans sa campagne, l'a évoqué. Il a dit finalement cette décision de sortir du nucléaire a été peut-être un petit peu trop prématurée. Il aurait peut-être fallu sortir d'abord du charbon, ensuite du nucléaire. On voit qu'il y a des hésitations un peu, que l'Allemagne, finalement, sans revenir sur sa décision, semble même publiquement, de la part de certains acteurs politiques de premier plan, douter du bien fondé de sa décision d'il y a 10 ans. Alors, est-ce que ça aura un effet? Difficile à dire.
Je voulais savoir s'il y avait des questions. S'il n'y a pas de questions, moi j'aurais bien une petite question. Mais Juste une toute petite remarque aussi Philippe, par rapport au nucléaire, d'où l'importance de l'Afrique en tant que source principale d'uranium pour la France. Bien sûr, bien sûr. Et c'est l'argument principal. Alors, il est tout à fait réel, il est tout à fait rationnel et sensé et justifié. Donc, vous avez raison. Mais c'est l'argument qui est utilisé de façon exagérée ensuite lorsque certains pays disent oui, on n'a pas trop de raison de s'engager au Sahel parce que la présence militaire des Français au Sahel, c'est en partie le terrorisme, mais c'est surtout leurs intérêts personnels en termes de minerais type nucléaire, etc. C'est vrai, mais les deux ne s'excluent pas. La présence de 5000 militaires français depuis 8 ans, par rotation évidemment, mais dans le Sahel, c'est un effort qui ne se justifie pas seulement par l'intérêt du lobby nucléaire français d'Areva auprès de l'Élysée. Et on le voit, la France, tout en restant présente, cherche à multilatéraliser, je ne sais pas si le mot existe ou existe déjà, mais enfin rendre plus multilatérale la présence militaire au Sahel, puisqu'il y a une nouvelle task force qui est en train de se mettre en place, dans laquelle un certain nombre de partenaires sont présents, partenaires européens. Alors ce qui était très intéressant, c'est quand on voit la liste des partenaires en dehors de la France, qui restera bien sûr, ce sont seulement des États auxquels on ne penserait pas en priorité. L'un des États qui a un rôle très important dans cette task force à venir, aux côtés des Français, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'Estonie. Il y a les Belges aussi, les Danois. La Pologne, bon, c'est pas vraiment. Il en a été question, mais pour l'instant, il n'y a pas de précipitation. Les Allemands, pareil, on ne sait rien pour l'instant. En tout cas, s'il y avait un intérêt stratégique ou la volonté de se montrer ouvert à cet intérêt français au Sahel, pas seulement français, mais européen, on pourrait attendre un engouement ou en tout cas une disposition plus rapide des Allemands et des Polonais à faire partie de cette task force. Alors, elle n'est pas exclue, leur participation, mais en tout cas, ils n'ont pas été parmi les premiers pour l'instant à dire oui, on en fera partie. Ça, c'est un point important. Mais pour en venir à votre remarque, oui, bien évidemment, si la France continue à miser, et elle le fait, sur le nucléaire, alors la sécurisation à la fois des lieux d'exploitation et des axes d'acheminement de ces minerais est bien évidemment un point essentiel, bon, qui fait partie des intérêts français. Ce serait un tort de le nier, bien évidemment. Bon. Merci pour ces explications. Je vois que vraiment la géopolitique et la géoéconomie sont au centre des priorités de la vision de la position française pour cette présidente. Je voulais poser encore une petite question qui était liée à cette vision. La vision est claire, la possibilité que la vision change après les élections est claire aussi. Et je voulais poser une question qui est un peu qui est sans doute impossible à répondre. Je suis désolé puisque c'est de la futurologie. Est-ce qu'on peut, d'après toi, est-ce qu'on peut s'attendre que la période de la campagne électorale, avec ces dernières années, donc une grande influence des extrêmes au moment de la campagne, puisse radicaliser les positions de la France ou les adoucir dans certains domaines, c'est-à-dire un changement de position. Voilà. Alors, ce n'est pas exclu, ça dépendra à quel point les extrêmes, et savoir lesquels aussi, seront une menace réelle pour le candidat sortant. Si le discours de Macron sur certains points concernant des intérêts français, par exemple, dans l'Union européenne, se radicalisait en douceur, on va dire, ce ne sera jamais Marine Le Pen, mais malgré tout se montrer un peu plus musclé, ça serait parce que justement l'un ou l'autre des candidats qui se dessinent à l'extrême droite représenterait un risque. Là où pour l'instant, moi je ne verrai pas cette tendance, mais je peux me tromper, bien évidemment, parce que faire des prévisions électorales à 6 mois en France, c'est vraiment de la futurologie, c'est que
on voit quand même se dessiner un candidat venu de nulle part, enfin qui est connu, vu ses positions depuis un certain temps, mais plutôt en tant que polémiste et journaliste qu'en tant qu'homme politique, c'est Zemmour, Éric Zemmour, qui finalement, on pourrait dire, bon, en prenant un raccourci, pourrait faire les affaires de Macron, parce que Zemmour affaiblit notablement la position de Marine Le Pen et donc morcelle un électorat d'extrême droite qui autrement, qu'il l'apprécie ou non, se serait certainement assez fortement rassemblé autour de la candidate actuelle du Front National. Donc, dans la situation actuelle, si cette espèce d'engouement soudain pour ce nouveau candidat d'extrême droite se maintenait et morcelait donc l'extrême droite, donc à la droite du président actuel, le risque pour lui serait moindre et donc la potentielle radicalisation de son discours concernant des intérêts français à l'international et dans l'Union serait moins plausible, je pense, serait moins probable. Mais bon, c'est comme tu le dis, c'est de la futurologie. Moi, il y a un point, si je puis, que je voudrais juste ajouter, parce que j'ai cru noter ou remarquer, je me suis peut-être trompé, mais quand je le formulais, que cette remarque ne suscitait pas nécessairement l'adhésion ou éveillait en tout cas une certaine surprise, c'est quand j'ai peut-être assez fortement minimisé l'intérêt des relations économiques germano-russes. Pour souligner peut-être ce que je disais, je voudrais simplement citer les chiffres de 2020, à savoir quels sont les 15 principaux partenaires commerciaux de l'Allemagne. Certains d'entre vous le savent peut-être, d'autres peut-être non. Alors, je vais vous donner peut-être les 6 premières places. 6 premières places, c'est États-Unis, Chine, en tête à tête, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Pologne. La Pologne représente 74 milliards de dollars, compté en dollars, alors en euros ça fait un peu moins. À la 15e position, très loin derrière, vous avez la Russie. La Russie représente seulement un peu plus de 26 milliards. Donc on pourrait dire en gros à peine un peu plus d'un tiers de ce que représentent les échanges entre l'Allemagne et la Pologne. Vous voyez quand même une très grande asymétrie. Et pourtant, on l'a entendu encore dernièrement, pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons de positionnement, certains hommes politiques assez profilés dans l'actuel gouvernement polonais, qui soutenaient donc cette thèse un peu peut-être volontairement complotiste ou pour leur électorat, de dire que oui, les Allemands et les Russes traditionnellement font leurs intérêts sur notre dos et ils ont des gros intérêts et la Russie est le principal partenaire de l'Allemagne, etc. C'est faux, c'est faux. C'est faux et a priori, il n'y a pas de raison que ça change. C'est plutôt la croissance de la position polonaise qui est observable que le renforcement de la position russe. Et voilà, juste pour ajouter. Je crois que le temps, malheureusement, de notre rencontre s'achève. Moi, je pense que si vous avez des questions, il y a toujours la possibilité d'écrire à Pierre-Frédéric. Je ne sais pas s'il voudra répondre. Mais, ah si, volontiers. J'essaierai de répondre le plus vite possible. En tout cas, je répondrai. Sur le fait que le potentiel de la relation germano-russe est plutôt dans l'avenir et de nouveau dans les ressources naturelles. Donc peut-être pas en tant que partenaire économique en tant que tel, mais en tant que question de sécurité énergétique, entre autres, pour le futur un peu plus éloigné. Oui, peut-être. Je voulais éviter justement qu'on ouvre un nouveau débat parce que notre temps s'achève. La position relative de la géoéconomie, de la géopolitique des ressources énergétiques fera l'objet et a déjà fait l'objet chez nous de plusieurs réflexions. Moi, je voudrais faire ce que je n'ai pas fait au début. Je voudrais dire que je suis très heureux qu'on se rencontre en format hybride. Pierre-Frédéric, tu nous manques, mais moi, je comprends que tu ne puisses pas venir. Je suis très heureux parce que on commençait à déprimer à ne voir plus que des écrans. Ici, on a un savant mélange qui permet en même temps d'avoir Pierre-Frédéric avec nous et en même temps de rencontrer des vrais gens. Et ça a été possible que grâce à une équipe formidable au centre,
Alors, tout le monde a remarqué le caméraman, j'ai oublié de présenter, hein, Jacek Weisschak. Donc, merci Jacek. Merci Vous ne beaucoup. voit pas puisqu'il est derrière la caméra. C'est le seul que je ne puisse voir. Hein. Voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, mais il n'est pas tout seul. Toute l'équipe y a mis, CMI, il y avait Alicia Kinga qui vient de partir aussi. Un tout petit peu, moi, j'ai essayé de comprendre comment ça marche, mais j'avoue que je ne suis pas très, très doué. Mais je crois que les questions technologiques de nos jours sont nécessaires pour rendre possible ce genre de rencontre. Et je trouve que c'était assez réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que ça marche. Ça marche. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me manquait de voir des gens. Hein, donc oui, je confirme, en tant qu'enseignant à la fac, moi c'est pareil, j'en ai un peu assez des petites pastilles sur Teams avec des initiales, faute de caméra, et j'ai un peu l'impression pendant 3 semestres de faire des one-man shows devant l'écran avec un public dans l'obscurité. Voilà, donc un grand merci à Pierre-Frédéric. Merci à vous, merci de vos questions. Et Alicia, le prochain intervenant sera… Oui, un grand merci de mon côté aussi à notre invité pour sa communication très riche. Tout d'abord, d'avoir accepté notre invitation et à tous les participants ici et via Zoom. Et on se voit, j'espère, dans 2 semaines. On se retrouve le 20 octobre avec Jakub Motrenko de la faculté de sociologie. Avec, de l'Université de Varsovie. Oui, de l'Université de Varsovie, avec le sujet l'émergence des idées nouvelles dans la perspective relationnelle, des collectifs de pensée au cercle d'amitié. Voilà. Et donc, évidemment, il est possible que l'on soit professeur, étudiant, chercheur ou indépendant, de venir nous écouter, participer, débattre. Le bonus pour les gens qui sont dans la salle, c'est que maintenant on a un très bon café et de temps en temps des petits gâteaux. Mais ça, pour le mériter, il faut venir sur place. Merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt et j'espère également, non par l'intermédiaire de l'écran, mais réellement prochainement. Au revoir. Au revoir. Merci, Pierre-Frédéric. Vraiment, merci.